ainsi que pour toi-même. Nous n'aurons qu'une vie et n'aurons qu'un trépas. Je ne veux pas ta mort, je désire la mienne, mais ta mort est ma mort, et ma vie est la tienne. Ainsi je veux mourir, et je ne le veux pas. Henri, roi de cœur, dit le vers galant. Prologue. 31 octobre 1919, salle des ventes de Drouot. Nous vendons maintenant la tête du roi Henri IV. Mise à prix 3 francs. J'achète. Pas de surenchère? Assuré. Octobre 1793, basilique de Saint-Denis. La Convention nationale. Détruisons les mausolées royaux. Exhumons les rois, les reines, les princes et tous ces tyrans qui sont enterrés là depuis des siècles. Pendant 15 jours, le peuple s'est défoulé en violant les sépultures des Capétiens, des Valois, des Bourbons, profanant leurs cadavres. Celui d'Henri était admirablement préservé de l'injure du temps. Le ver galant fut adossé à un pilier et livré aux insultes de la populace. On lui cracha au visage. Un des profanateurs, armé d'une hache, jugea bon d'en finir en lui tranchant la tête. La danse macabre de la monarchie s'acheva dans la chaux vive. Septembre 1793, église du Collège royal de la Flèche. Quartier général de la Révolution. De la braise. Que l'on m'apporte de la braise. Je vais vous débarrasser de tous ces fossiles de la monarchie, moi. Ainsi, la Révolution vient de réduire en cendres le cœur du roi Henri IV et l'a définitivement mêlé à celui de sa femme. Pourtant, de leur vivant, ces deux cœurs-là n'avaient jamais vraiment battu à l'unisson. Celui d'Henri avait cessé de palpiter. Un après-midi du mois de mai 1610, à Paris, dans une ruelle, cœur percé par la lame d'un fanatique catholique. Un cœur qui venait pour la énième fois de tomber amoureux. Une jeune fille de 15 ans. Henri en avait 56. 56 années durant lesquelles il n'avait jamais craint de se battre l'arme au poing. 56 années durant lesquelles il avait su moderniser le royaume et réconcilier les Français divisés par Dieu. 56 années durant lesquelles j'avais tant aimé l'amour. L'amour des princesses, celui des chambrières, des paysannes et des abbesses. Mais sans amour, je serais sans vie. Henri, roi de cœur, acte 1. Bon, 14 décembre 1553. Je traduis le chant de Jeanne d'Albret. Notre-Dame du bout du pont, aidez-moi, aidez-moi, à cette heure, priez le Dieu du ciel que d'un garçon il me fasse don. On connaît la suite, un grand classique de l'imagerie d'Épinal. Le grand-père, le roi de Navarre, le père de Jeanne, frotte les lèvres de son petit-fils avec une gousse d'ail et lui fait respirer du vin de Jurançon. Oh, par Dieu, mon petit, tu seras un vrai Bernet, tu seras un vrai Bernet, tu seras un vrai Bernet. Je traduis le chant du grand-père. Par Dieu, mon petit, tu seras un vrai Béarnais. 3 fois. Le baptême. Vous, Jacques de Foix, évêque de l'Escar représentant Sa Majesté le roi de France Henri II,
le parrain de cet enfant. Et vous, comtesse d'Andoins, représentant Claude de France, fille de Henri II, la marraine de cet enfant. Je vous demande d'affirmer votre foi en l'Église catholique, apostolique et romaine. Nous affirmons notre foi en l'Église catholique, apostolique et romaine. Vous, Antoine de Bourbon, le père, et vous, Jeanne d'Albret, fille du roi de Navarre, la mère, souhaitez-vous le baptême catholique pour votre enfant? Nous le souhaitons. Henri, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelques années plus tard. Regardez, je trouve qu'il a beaux yeux. Je trouve tout vraiment il a beaux yeux. Quoi, c'est gentil. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Catholique ou protestant? Un catholique. Non, il n'est pas protestant, il est catholique. Il est pas protestant. On dit qu'Henri a bu le lait de 8 nourrices. Pourquoi s'étonner alors d'une vie mêlée de tant d'influences? Un père protestant puis catholique, une mère catholique puis protestante. Pas facile. Moi, ta mère, je te le dis, tu iras à l'église. Et moi, ton père, je t'interdis d'aller entendre la messe catholique. Moi, Catherine de Médicis, la reine-mère, je vous ordonne de vous rendre à l'église. À moi! Votre mère, Jeanne d'Albret, reine de Navarre, promettez-moi, mon fils, de ne plus jamais mettre les pieds à l'église. Si vous me désobéissez, je vous déshérite. Aujourd'hui, Henri, tu iras à la messe. Chaude ambiance. Mais ces conflits familiaux ne sont que le reflet de ce qui se passe dans un royaume déchiré entre catholiques et protestants. Je laisse maintenant la parole au prêtre Claude Hatton. Cela vous donnera une idée de la violence avec laquelle les prédicateurs catholiques dénoncent les calvinistes pour mobiliser leurs fidèles. Pour être huguenot, il ne faut être que voleur d'église, paillard, commettre l'adultère, mais dire du pape, des cardinaux, évêques, prêtres, moines et meurtriers de ce genre. Ils ne font que haïr et médire de la messe et du Saint-Sacrement. C'est faux! C'est faux! Les huguenots font leurs ordures fécales dans l'eau bénite des fonts baptismaux. Ils mangent cher le vendredi. Ils affirment qu'il n'y a pas de purgatoire dans l'autre vie. Ils soutiennent qu'ils ne font prier ni la Vierge Marie, ni les saints. Voilà ce que sont les Français, débauchés de la religion catholique. Le 1er mars 1562, une armée du très catholique duc de Guise arrive à Vassy en Champagne. Là, 600 huguenots célèbrent leur culte dans une grange, une cruelle boucherie, 70 morts et plus de 200 blessés chez les protestants. C'est le début de la première guerre de religion. Henri en connaîtra... On connaîtra 8. Pour vous donner une idée de l'état du royaume de France, j'invite le grand poète Pierre de Ronsard à nous dire ces quelques vers. Morte est l'autorité. Chacun vit à sa guise. Au vice déréglé, la licence est permise. Le désir, l'avarice et l'erreur insensée ont sans dessus dessous le monde renversé. On a fait des lieux saints une horrible voirie, un assassinement et une pillerie, si bien que Dieu n'est sûr en sa propre maison.
Au ciel est revolée, et justice et raison. Et en leur place, hélas, règne le brigandage, la force, les couteaux, le sang et le carnage. Merci, monsieur Ronsard. Merci. Ah, le roi Henri II est mort. Son fils aîné François II n'a régné que quelques mois. Charles IX est à la tête du royaume. Henri de Navarre a maintenant 18 ans. Henri, roi de cœur, acte 2. Paris, lundi 18 août 1572. Et quand même, quel étonnant mariage que celui du fils Parpaillot de Jeanne d'Albret avec la 7e des 10 enfants catholiques de Catherine de Médicis. Pour la reine-mère, cette union est politique. Elle va rapprocher les catholiques et les protestants, et c'est bien. Oui, et puis les catholiques, ce mariage calmera les ardeurs d'Infomane de sa fille Marguerite, une fois au lit du roi de Navarre. Elle oubliera ses nombreux amants. Surtout le duc de Guise, que la reine déteste. Il paraît que ses frères auraient eu pour elle des marques de tendresse qui n'étaient pas seulement fraternelles. Ah, on dit que le mal est moindre quand cela ne sort pas de la famille. Mais ce qui est sûr, c'est que la Margot, c'est pas une blanche-caille. Et on dit que le roi Henri pue le pot qu'à plein nez. En tout cas, tout le peuple de Paris est là. Il se presse pour assister à la cérémonie. Normal, c'est le spectacle de l'année. Et en plus, c'est pas plein air, hein. Une estrade a été dressée sur le parvis. C'est parce que Henri de Navarre n'a pas le droit d'entrer dans la cathédrale. Il est persona non grata. C'est monsieur le curé qui l'a dit. Eh, regardez, la future reine de Navarre qui sort de l'église. Mazette, t'as vu sa robe? Il n'y a que des pierreries. Et son grand manteau bleu étoilé. Dieu, qu'elle est belle! On m'a dit que c'est l'archevêque de Rouen qui va les marier. Attention, ça commence. J'entends rien. Ah ouais, c'est vrai, t'es sourd. Ah, je vais te répéter ce qui se dit. Henri de Bourbon, roi de Navarre, acceptez-vous de prendre pour épouse Marguerite de Valois? Oui. Marguerite de Valois, acceptez-vous de prendre pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre? T'as vu, elle pleure, la pauvre. Forcément, elle préfère son duc de Guise. Tout le monde le sait, c'est un mariage forcé. T'as vu? La main du roi sur le cou de sa sœur. Je vous déclare mari et femme par les liens sacrés du mariage. Il paraît qu'après la cérémonie nuptiale, des fêtes somptueuses sont organisées pendant 4 jours. Il y aura des balles, il y aura des banquets, il y aura des spectacles, Ouais, mais nous, le peuple, nous ne pourrons pas assister aux festivités. Seule la cour et les nombreux amis du roi de Navarre sont invités. Henri, roi de cœur, acte 3. Je me trouve actuellement au palais du Louvre. On apprend de sources sûres, c'est bon, qu'une réunion vient de se tenir au palais, réunion à laquelle assistaient entre autres le roi Charles IX, son frère Henri III et la reine-mère Catherine de Médicis, qui auraient avoué, comme il serait souhaitable que Coligny disparaisse de notre vie, je cite, « Il faut nous délivrer de la peste qui a envahi le royaume ». À l'issue de cette réunion plutôt houleuse, selon certains observateurs, le roi aurait déclaré « Eh bien, soit, par la mort de Dieu, mais tuez-les tous pour qu'il n'en reste pas un seul pour me le reprocher. » Paris, dimanche 24 août 1572, jour de la Saint-Barthélemy. Je viens d'apprendre que l'amiral Gaspard de Coligny, le chef des Huguenots, mais néanmoins le conseiller du roi catholique Charles IX, vient d'être assassiné.
Après avoir reçu plusieurs coups d'épée, il a été défenestré, puis achevé à l'épieu, émasculé et décapité. Je suis actuellement dans la cour carrée du Louvre, qui est, comme vous le savez, la résidence de Charles IX et de la reine Catherine de Médicis. C'est également dans ce palais que les jeunes époux Henri et Marguerite passent leur première nuit de noces. Ah, excusez-moi de vous interrompre, Julie, mais je viens à l'instant de croiser le duc de Guise. Et voici ce qu'il m'a dit mot pour mot. Voici l'heure que, par la volonté du roi, il se faut venger de la race ennemie de Dieu. La bête est dans les filets, il ne faut pas qu'elle se sauve. À vous, Julie. Eh bien, Léon, je peux vous affirmer qu'ici au Louvre, nous assistons à un spectacle effroyable. En effet, la cour du Louvre se transforme actuellement en abattoir. Le sol de la cour carrée est jonché de corps de protestants atrocement mutilés. Dans les rues, c'est maintenant la confusion la plus totale. Tuez! 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 Pour Dieu! Pour Dieu! Pour Dieu! Hommes, femmes, enfants sont non seulement massacrés, mais dénudés, torturés, horriblement mutilés, éventrés, dépecés et traînés dans les rues par le peuple. On voit même des enfants tuant d'autres enfants. Les dépouilles sont violées, coupées en morceaux, éviscérées, émasculées, écrasées ou brûlées. Écoutez, Léon, je vais bientôt quitter la cour du Louvre qui n'est plus qu'un charnier. L'hérétique est une infection, une pollution. Tuez! 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 Saignez! 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 Eh bien, je vous rapporte ces quelques mots d'un huguenot qui essayait de fuir le massacre. De telles atrocités au nom de Dieu. Je me trouve actuellement sur les berges de la Seine, face au Louvre. L'hérétique est un acte qui honore Dieu. Tuez! 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 Saignez! 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 La fureur populaire est à son comble. Après avoir été mutilés, les corps sont jetés dans la Seine comme dans un égout, rougissant de leur sang les eaux du fleuve. J'aperçois Catherine de Médicis à un balcon du Louvre. Elle assiste au spectacle. L'hérétique est un commandement de Dieu. Tuez! 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 Saignez! 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 Un témoin vient de m'affirmer que, d'une fenêtre du palais, le roi tirait des coups d'arquebuse sur les protestants qui se sauvaient. Et le roi criait « Tuez! Tuez! Il s'enfuit! Il s'enfuit !» On connaît la grande passion de Charles IX pour la farce et son sang. Eh bien, écoutez, Léon, puisque vous nous parlez de Charles IX, je vous informe que le roi retient actuellement son beau-frère Henri de Navarre au Louvre. Sans doute veut-il l'épargner? Paris, 26 août 1572. Je suis en direct du Parlement de Paris. Le roi vient de déclarer qu'il avait été contraint de prévenir un complot contre sa personne et sa famille, complot fomenté par Coligny et les siens. Les coupables avaient été justement châtiés. Il a annoncé que les édits de tolérance étaient désormais abolis et que la seule religion serait dorénavant catholique, apostolique et romaine. Il a cependant donné l'ordre d'arrêter les pillages et les tueries. Le roi s'est ensuite rendu à Montfaucon, où l'on avait pendu Coligny. Les gentilshommes se bouchaient le nez à cause de la puanteur. Le roi aurait prononcé ces quelques mots « Je ne le bouffe pas comme vous autres, car l'odeur de son ennemi est très bonne. » Merci Léon pour ces précieuses informations. Mais je crains fort que la parole du roi, devenue un sinistre pantin entre les mains de son frère Henri III, de sa mère et du duc de Guise, ne soit plus écoutée et que son autorité soit bafouée. Dans Paris, c'est la chienlit. Après ces quelques jours de massacre, la Seine est rouge, les rues sont comme des ruisseaux de sang. Après ces 3 jours de bain de sang, nous sommes en mesure d'affirmer que sur les 10 000 protestants qui résidaient à Paris, 3 000 ont été victimes des noces rouges de la reine Margot et du roi Henri de Navarre. Le fanatisme religieux est l'ennemi à abattre. Voltaire. Radio Henri, Radio Henri, Radio Henri, Radio Henri. Radio Henri, Radio Henri, Radio Henri, Radio Henri.
Madame Flore, Monsieur Thau, merci d'avoir accepté de participer à ce débat. Si vous voulez bien prendre place, s'il vous plaît. 2 minutes pour comprendre. Bien. Bonjour. Vous êtes bien installé? Alors, nous allons passer à la première question d'un spectateur. S'il vous plaît. Une spectatrice. Merci. Bonjour. Pourquoi les femmes enceintes n'ont-elles pas été épargnées? Pourquoi égorger des enfants? Pourquoi les hommes ont-ils été castrés? Monsieur Thau, peut-être? Oui. Alors, je m'interroge effectivement sur ce spectacle terrifiant auquel nous avons assisté pendant ces 3 jours. Or, pourquoi une telle furie? Sans aucun doute, la volonté d'anéantir toute prolifération possible de ces protestants que l'on souhaite exterminer. Pourquoi mutiler les cadavres? C'est assurément pour leur enlever toute apparence humaine et révéler leur nature démoniaque, je pense. Merci. Merci beaucoup. Oui, monsieur, je vous en prie, posez votre question. Oui, merci. Les journalistes n'hésitent pas à utiliser le mot massacre pour qualifier les événements récents. Pouvez-vous justifier l'emploi de ce terme? Madame Flore? Pendant ces 3 jours, on a tué des êtres humains. Non seulement pour les mettre à mort, mais aussi pour les réduire à l'état de bêtes de boucherie. Les Huguenots ne sont plus des hommes, mais des animaux à face humaine, des corps sans âme. Il fallait leur retirer leur humanité pour mieux les exterminer. Voilà pourquoi nous pouvons utiliser le mot massacre, terme qui désigne la tête du gibier exhibée en trophée après la chasse. Merci, Madame Flore. Madame, je vous en prie. Bonsoir. Oui. Mais qui sont les responsables de ce bain de sang? Le roi, Charles IX? Son frère Henri? Là, peut-être la reine-mère, Catherine de Médicis, ou le duc de Guise? Qui Vraiment? Tous. Certains aussi en ont profité pour assouvir leur vengeance personnelle. Les motivations des assassins n'ont pas toujours été religieuses. Excusez-moi, là, vous voulez parler du peuple de Paris? Ce que nous pouvons affirmer, c'est qu'il y a dans la capitale des milliers de paysans chassés des campagnes par la misère et qui étaient prêts à tuer pour grappiller de quoi vivre, à bout de ressources, ou même violer en toute impunité. Eh bien, merci à tous pour toutes vos questions. C'était 2 minutes pour comprendre. Merci à vous deux d'y avoir répondu. Merci à vous. Et nous allons continuer nos reportages. Radio Henri, Radio Henri, Radio Henri, Radio Henri. La saison des Saint-Barthélemy. Voici maintenant nos dernières informations. Les nouvelles des événements parisiens se sont répandues très rapidement dans plusieurs grandes villes du royaume. Nos correspondants en province nous font part de plusieurs centaines de victimes à Lyon, Orléans, Bordeaux, Toulouse, à Bourges. À Troyes, je ne peux toutes les citer. À Rouen, 500 Huguenots ont été massacrés entre le 17 et le 20 septembre. Maintenant, les réactions de l'étranger. Le pape Grégoire XIII a célébré ce succès catholique par une messe d'action de grâce. Sa sainteté a envoyé le message suivant au roi de France. Je lis. Aucun avant vous ne sut si bien massacrer son peuple au nom de Dieu. Je vous nomme le vengeur du ciel. Fin de citation. En Espagne, Philippe II a fait chanter le Te Deum dans toutes les églises du royaume. En revanche, l'empereur d'Autriche a déploré que son gendre, Charles IX, se soit laissé entraîner à de tels excès. Il a déploré l'assassinat de Coligny et de ses compagnons, le qualifiant d'acte tyrannique. Quant à la reine d'Angleterre, elle s'est élevée violemment contre les massacres. Oui, rappelons que selon nos estimations, cette abominable tragédie qui a vu la moitié de la nation en égorger l'autre, le poignard et le crucifix à la main, eh bien, cette tragédie aurait fait entre 15 000 et 60 000 morts dans le royaume de France. Agrippa d'Aubigné, dont on connaît les convictions protestantes, vient de me confirmer que Henri de Navarre avait été contraint par Charles IX d'abjurer la foi calviniste. Le célèbre poète soldat a même ajouté que Henri, doux comme un agneau, c'est son expression, avait accepté de se plier à l'ordre du roi sans discuter.
Je pense qu'il faut voir dans cette abjuration un acte politique permettant de sauver sa peau et de gagner du temps. Et après tout, ça n'est que la 4e fois qu'Henri de Navarre change de religion. Entretien avec Voltaire, 1772. Monsieur Voltaire, merci de nous recevoir. Alors, il paraît que depuis quelques années, chaque 24 août, date anniversaire de la Saint-Barthélemy, vous restez au lit, fiévreux et ne recevant personne. Ces massacres représentent l'horreur absolue. Le plus détestable exemple de fanatisme est celui de ces Parisiens qui, la nuit de la Saint-Barthélemy, coururent, assassinaient, égorgeaient, défenestraient leurs concitoyens qui n'allaient point à la messe. Toutes ces violences, le peuple, enivré de fanatisme, à la fois instrument et victime des ambitions de ceux qui nous gouvernent, sont ignobles. Monstre de cruauté. Charles IX a été un roi sanguinaire qui a plongé son royaume dans cette tragédie abominable où l'on a pu voir la moitié d'une population, d'une nation, égorgeant l'autre, le poignard et le crucifix à la main. Le fanatisme religieux est l'ennemi à abattre, car c'est le plus inacceptable de tous les motifs de violence. Merci beaucoup, monsieur Voltaire. Hein? Merci beaucoup, monsieur Voltaire. Henri, roi de cœur, internet. Oh, notre bon roi, Henri, qui pue le bouquin à plein nez. Oh, notre bon roi, Henri, qui pue le bouquin à plein nez. De la bourgade en jouit, c'était ta destinée. T'étais de toutes les fêtes, de tous les bals princiers. Le beau gibier se prête à tes yeux initiés. Des frivoles, des abbesses, des tendrons, des princesses. Oh, notre bon roi Henri, qui fait le bouquin plein nez, de l'amour t'as tant joui, c'était ta destinée. De l'amour t'as tant joui, c'était ta destinée. 1572, 1575. Hey! Henri de Navarre est séquestré au Louvre, retenu en otage par le roi Catherine de Médicis. Que fait-il? Que faire, sinon s'amuser, manger, boire, dormir. Jamais seul, je suppose. La Médicis ne manque pas de demoiselles d'honneur. Et de son côté, la Margot, là, elle doit aussi prendre du bon temps. Charles IX est mort. Charles IX. Charles IX. Il paraît que son sang lui sortait par tous les pores de la peau. Ah, ouais, le sang des protestants. Alors, on dit qu'il a été empoisonné. Henri III est le nouveau roi. Ah, Claude, leur sœur, la marraine d'Henri, meurt un an plus tard. Sophie, carton, s'il te plaît. Maestro, à vos ordres. 1575, 1588. Après avoir été retenu en otage pendant 40 mois, Henri de Navarre est enfin parvenu à prendre la poudre d'escampette. Henri III, quant à lui, va régner 15 ans. 15 ans. Un des règnes les plus tragiques de l'histoire de France. Un royaume dévasté par les guerres fratricides. Un peuple qui s'étripe au nom du même évangile de douceur. Un peuple qui souffre. Les citadins crient famine. Les paysans sont chassés de leurs fermes incendiées. Pillage, viol, assassinat. Les villes et les villages sont ravagés tour à tour par les catholiques et les protestants. Mais que fait Henri de Navarre? Le prince est à cheval,
Il parcourt le royaume, bataillant aux côtés des protestants. Ce n'est que la 5e fois qu'il change de religion. Le plus jeune fils de la Médicis. Il vient de mourir. Ah. François? Ouais. Ah bah Henri de Navarre a de fortes chances de succéder à Henri III. Voilà. Et côté cœur? Côté cul, tu veux dire? Ben oui, après l'annulation de son mariage, les maîtresses se succèdent. Si l'on tentait de dresser la liste des aventures du ver galant, ce n'est pas un bouquet que l'on formerait, c'est un parterre. Des duchesses, des paysannes, des chambrières, sans oublier les abbesses. Oh, t'exagères. Voilà, 7 ans que dure sa relation avec Corisande. Enfin, la comtesse Diane de Guiche. Ah, c'est une fervente catholique. Il paraît qu'en privé, elle appelle le roi de Navarre le Petion. Mais pour le Petion, 7 ans, ça doit être long. Crois-moi, la comtesse ne se fait plus beaucoup d'illusions. Hein. Henri, roi de cœur, acte 4. 23 décembre 1588. Assassinat du duc de Guise. « 5 janvier 1589. Mort de Catherine de Médicis. « 1er août 1589. Attentat contre Henri III. 2 août 1589, mort d'Henri III. Henri de Navarre devient roi de France. Discours d'Henri IV. Je somme tous les Français d'avoir pitié de cet État. Nous avons tous assez fait et souffert de mal. Nous avons été durant tant d'années ivres, insensés et furieux, n'est-ce pas assez? Je m'adresse à la noblesse, au clergé, aux villes, au peuple, qu'ils considèrent ce que deviendra le royaume si le mal continue. Toi, peuple, le grenier du royaume, le champ fertile de cet État, toi, peuple, dont le travail nourrit les princes, toi, peuple, quand ta noblesse et tes villes seront divisées, quel repos auras-tu? À qui auras-tu recours? Confusion, désordre, misère partout, voilà le fruit de la guerre. Je somme tous les Français d'avoir pitié de cet État. Le peuple, il va souffrir, le peuple de Paris, en cet été 1590.
assiège Paris. Henri IV est le roi de France, mais Paris lui résiste. La capitale, qu'il considère comme sa maîtresse, est sous le charme des chefs religieux et des catholiques. Les curés et les moines parcourent les rues de Paris pour entretenir la ferveur populaire. Ils défilent, armés d'un crucifix et d'une hallebarde. Dans les églises, les sermons exhortent les fidèles à résister. C'est une chose très agréable à Dieu que de mourir de faim. Il vaut mieux tuer ses propres enfants, n'ayant de quoi leur donner à manger, que de recevoir et reconnaître pour roi un hérétique. Ou vous résistez à la famine, ou c'est le diable qui viendra compter vos cadavres. À la suite de perquisitions, on trouva chez les jésuites et autres congrégations religieuses abondance de blé, de chair salée, de légumes. Ensuite, on se jeta sur les chevaux et les ânes, puis on réquisitionna les chiens et les chats, les morts jonchaient le pavé, on fit la chasse aux rats. Aimez-vous les uns les autres. En août 1590, à Paris, les uns n'aimaient les autres que dans leur assiette. Henri IV lève le siège. Paris, la catholique, a résisté. Mais à quel prix? 40 000 victimes, mortes de faim ou de maladie. Bibi! Oh, Bibi. Bibi! Oh, super! Pendant le siège, une jeune fille de 17 ans remplace le Corisande dans le cœur d'Henri. Je n'en ai que 37. Cette jeune fille, c'est Gabrielle d'Estrée, la Vénus Pica, dite Bibi. La famille de Gabriel. Ah ben, ses références n'étaient pas négligeables. On dit que Madame de la Bourdésière, sa grand-mère, fit les délices. Alors du roi François Ier, du pape Clément VI, de l'empereur Charles Quint. Et joli palmarès. Elle a quand même eu le temps de trouver un mari et de lui donner 7 filles. 7 filles, non! 7 péchés capitaux! C'est son mari qui l'a dit. Et toujours est-il que l'une de ses filles, Françoise Badou de la Bourdésière, épousa le marquis Antoine d'Estrée. 6 filles seulement naquirent de cette union, dont Gabrielle. Et on raconte que Gabrielle ne serait pas la fille de son père. Si on écoute les cancans, on chuchote que la mère de Gabrielle aurait passé sa vie à rouler boulet sous les amants. Pauvre marquis. Il disait que sa femme avait fait de sa maison un vrai clapier à putain. Quoi qu'il en soit, pour conquérir Gabrielle, 1 an et demi de siège, beaucoup plus que pour Paris. Oui, mais avec plus de réussite. 7 ans de bonheur. Avec des hauts et des bas, je vous l'accorde. Oui, et puis avec beaucoup d'argent, celui de l'État. Ah oui, le roi l'a faite marquise de Monceau et lui a offert le château du même nom. Et on dit que son lit, la pièce maîtresse de son jeu, ressemble à une cathédrale. Il est surmonté d'un baldaquin aux rideaux de velours filé et surfilé d'or. Les draps et les têtes d'oreiller sont en soie, brodés d'argent, avec les lettres H et G entrelacées. D'accord! D'accord! Mais, aux côtés de Gabrielle, la catholique, je suis devenu un grand homme d'État. Cette femme l'a ensorcelé. Avez-vous vu cet homme que la malice des enfers veut installer sur le trône? Ce dragon roux de l'Apocalypse. Ce loup abominable, affamé de la chair des brebis de Dieu. Ce fils de Lucifer est un malade, mais bien cher frère. Il est pourri du ventre d'avoir
troupe embrasser sa catin. Ce fils de putain est un chien, un hérétique, un tyran, un bouc puant. Seigneur, tire-nous de la bourbe, débourbe-nous, Seigneur. Je l'ai vu s'introduire dans l'église pour y boire toute l'eau bénite. On devrait le pendre et le jeter en fer. Il a couché avec notre mère l'église et fait Dieu cocu, ayant engrossé des abbesses. Mais Dieu en aura raison. Je vous le dis, je préfère un étranger catholique pour roi qu'un Français hérétique. On en est là. Au printemps 1593, le royaume est exténué par 30 années de guerre fratricide sans vainqueur ni vaincu. Le goupillon avait assommé la France. Le sabre l'avait saigné. Le saut périlleux. Henri a compris que s'il reste protestant, il ne sera jamais roi de France. Il ne sera qu'un roi vagabond. Poussé par son entourage et sa bibi, il décide de se convertir au catholicisme. Ça fait jamais que la 6e fois qu'Henri change de religion. Et puis, la bibi, elle est peut-être pas désintéressée. Mais le roi est peut-être sincère. Il veut donner la paix à ses sujets et le repos à son âme. L'abjuration, 25 juillet 1593, basilique de Saint-Denis. Qui êtes-vous? Je suis le roi. Que demandez-vous? Je demande à être reçu dans le giron de l'Église catholique, apostolique et romaine. Le voulez-vous sincèrement? Je le veux et le désire sincèrement. Je jure devant la face de Dieu Tout-Puissant de vivre et mourir en la religion catholique, de la protéger, de la défendre envers tous, au péril de mon sang et de ma vie. Et je renonce à toutes les hérésies contraires à la dite Église catholique, apostolique et romaine. Tu fais le catholique, mais c'est pour nous piper. Et comme un hypocrite, t'as jamais nous attraper. Tu fais le catholique, mais c'est pour nous piper. Et comme un hypocrite, t'as jamais nous attraper. Tu fais le catholique, mais c'est pour nous piper. Et comme un hypocrite, t'as jamais nous attraper. 13 avril 1598. Proclamation de l'édit de Nantes. Plus jamais on n'aura le droit de tuer au nom de Dieu. Bien. Tu sais, le peuple, eh bien, il adore les comtes où les princes épousent les bergères. Oui, mais il n'aime pas Gabrielle, la duchesse d'ordure, comme il l'appelle. Oh. N'est-ce pas Une chose étrange de voir un grand roi serviteur des femmes vivre sans honneur et d'une putain faire un ange. N'est-ce pas une chose étrange de voir un grand roi serviteur des femmes vivre sans honneur et d'une putain faire un ange? Pour la cour et pour celui, le roi doit épouser une princesse de sang, et non pas cette petite destrée promue duchesse pour ses aptitudes amoureuses. Qu'importe! Nos noces seront célébrées 8 jours après Pâques. Gabrielle sera reine. Oui, mais le vendredi saint, Gabrielle est prise de violentes convulsions.
Pour la soulager, on lui retira l'enfant qu'elle portait dans son ventre, mais elle meurt dans d'atroces souffrances le samedi matin. A-t-elle été empoisonnée? Peut-on en douter? Le peuple se réjouit. Le chagrin d'Henri est immense. Mais de courte durée. Un mois plus tard, la foudre frappe encore le cœur du roi. Henriette d'Entragues. Une des plus jolies filles du royaume. Elle a 20 ans, Henri en a 45. Henriette est la fille de Marie Touchet, la maîtresse de feu le roi de la Saint-Barthélemy, Charles IX. Je vivrai avec Henriette. Je l'épouserai et elle sera reine. Henri, acte 5. Bon roi Henri, tu fais le bouillard parler, Que l'amour t'a conduit, c'était ta destinée. Rien pour toi ne montagne que ce qui se tâtait. Dames rebondies, des jupons interdits, des jolies, des ruffianes, des jeunes et des poudards. Oh, le bon roi Henri. Le palais du Louvre. oui, Sully, le ministre des Finances de Sa Majesté. Henriette d'Entragues. Sire, je ne suis pas celle que vous croyez. C'est une pain bêche et rusée femelle. Mes parents souhaiteraient que Sa Majesté leur offre 100 000 écus. Ventre saint gris, voilà une nuit chèrement payée. La valse hésitation continue. Jarny Coton, mais que réclame-t-il encore, maintenant que j'ai craché au bassinet? Mes parents sont gens vertueux. Ils ne veulent que garantir leur honneur dans le monde, ainsi que leur conscience envers Dieu. Ils souhaiteraient que votre Majesté leur offre une terre plantée d'un élégant château. Bah, pour la terre et le château, l'affaire fut vite réglée. Sire, le sieur d'Entragues pousse encore les enchères. Il souhaite la terre de Beaugency. Puis il fait savoir au roi qu'un bâton de maréchal le transporterait au comble de la félicité. Non. Quelques jours plus tard. Ouf, la pie est enfin dans le nid. La pie et le bouc. Non seulement Henri sent le faisant, mais il est sale, rongé par la vermine. il est plus comme Charogne. Pauvre petite pie. Je n'ignore pas que je finirai par épouser Marie de Médicis, la Florentine. Sire, politique et finance obligent. En convolant avec la Médicis, vous n'épouserez que votre grosse banquière. Quand doit-elle arriver? Sitôt que j'aurai chassé toutes les putains de la cour. Marie de Médicis, la reine. L'atmosphère est glaciale. Les ventres s'arrondissent, mais pas les angles. Je sens qu'il va me naître en même temps un maître et un valet. Il faudra bien qu'il la quitte, sa putana. Quand bien même elle pondrait un fils, c'est moi qui aurai le dauphin. Un maschio! Ils sont venus. Ils sont tous là. Le futur Louis XIII est né. Un mois plus tard, C'est un garçon, c'est un garçon. un an plus tard, Qu'avons-nous à faire d'une ragazza? J'espère que la putana ne réussira pas mieux que moi. Une fille. Jacqueline de Bueil. Sire, j'ai 16 ans. Je n'en ai que 51. Il me faudrait un mari et une dot. Je suis orpheline et sans fortune. Vous comprendrez que je veuille monnayer ma vertu. Le mariage est célébré à 6 heures du matin. L'époux est un gentilhomme, bon joueur de lutte. À 6 heures du soir, l'époux est privé de sa partition. Tel est le bon plaisir du roi.
Pour ses bons et loyaux services, la petite Jacqueline reçoit un titre de comtesse et une belle somme d'argent que j'ai dû piocher dans les caisses de l'État. Quand ce n'est pas la putana, c'est la ruffiana. A-t-on jamais vu pareil bordel? Il les veut donc toutes. Au palais du Louvre avec Marie, la reine, Henriette, la marquise et la petite dernière, Jacqueline, la comtesse. Henri est comme un sultan dans son harem. Et on annonce l'arrivée d'une 4e odalisque. Margot, le retour. Nous sommes en 1605 et cela fait 20 ans que Marguerite et Henri se sont quittés. Bon, Margot, 20 ans passés dans une forteresse. Henri l'avait quitté mûr comme un doux fruit et elle revient blême comme une vieille fille. Mais où va vivre la Marguerite fanée? Au Louvre? Oui. Ah non, 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 non. J'y connais déjà trop de problèmes de cohabitation. Elle vivra en face du Louvre, de l'autre côté de la Seine. N'étant plus Vénus qu'en luxure, ni reine non plus qu'en peinture, et ne pouvant à son avis loger au Louvre comme reine, comme putain au bord de Seine, elle se loge vis-à-vis. Il paraît qu'elle est horriblement grosse. Il paraît même qu'il y a des portes où elle ne peut plus passer. À sa taille, c'est épaissi de bourrelets de chair molle et ses bras ressemblent à des cuisses de lutteur. Mais sa peau parcheminée et sa poitrine flétrie ne lui ont pas fait renoncer au plaisir de l'alcool. La reine n'en négligeait pas pour autant son âme. Elle avait coutume d'entendre 3 messes par jour. En somme, 3 moments de répit pour son corps. Et on dit qu'au bas de son vertugadin, il y a des poches tout autour. Et dans chacune de ces poches se trouve le cœur d'un amant trépassé. Mais pas tout ça. Quelle nécropole c'eût été. Qu'avons-nous encore à faire de notre ragazza? 1 an plus tard, C'est un garçon. C'est un garçon. Sa Majesté honore légitimement la reine, se distrait au creux des reins de Jacqueline et passe ses loisirs dans les bras experts d'Henriette. Je m'ennuie. Sire, votre agitation lubrique est telle qu'on peut se demander si elle ne décèle pas quelques troubles morbides. Ah, c'est vrai que je suis de toutes les fêtes et de tous les bals de la cour. Et j'y vais pour me rincer l'œil, pour repérer du beau gibier. Il est vrai qu'aujourd'hui, les décolletés plongent jusqu'au nombril. Charlotte des Essarts. Dominique. Dominique. Ah, madame, vous devriez couvrir votre gorge d'un fichu de toile de Hollande. Et prenez bien garde de repousser les mains des soupirants qui tenteraient de l'ôter. Car quand la Hollande est prise, adieu les Pays-Bas. Ces 2 tétons bien rebondis, ornés de 2 framboises, sont ceux de Charlotte. Une adolescente de 15 ans. Je n'en ai que 53. Sire, encore une oie blanche qui n'en est pas une. Ah, mon cher Sully, vieillir est ma hantise. Majesté, cette hantise-là va encore coûter bien cher à l'État. La petite demoiselle, à l'instar de ses collègues, va vouloir convertir vos étreintes royales en bourse sonnante et trébuchante. Plus un appartement digne d'une princesse avec tapisserie luxueuse et vaisselle d'argent et un titre de comtesse. Maschio! Maschio! Une fille. Bon, j'exige que mes 12 enfants soient élevés ensemble à Saint-Germain, au Grand Air. Les 12 enfants? Récapitulons. Les légitimes. Louis. Le futur Louis XIII.
Elisabeth. Christine. Nicolas. Et Gaston. Bon, ça fait 5. Les légitimes. Ah. Alors, ceux de Gabriel d'Estrée, ils sont 3. Gabriel d'Estrée, c'est Bibi. César. Charlotte Henriette. Alexandre. Ça fait 8. Bah, les deux d'Henriette. Ça fait 10. Le bébé de Jacqueline. Bah, ça fait 11. Ah bah oui. Le petit Charlotte. Ça fait 12. Et on compte pas les mornais et les autres. Je ne supporte pas que mes héritiers grandissent avec cette racaille. Tous ces fruits de toutes ces putanes herbes flânées. Bah, c'est à prendre ou à laisser. Et si vous ne prenez pas, je vous renvoie en Italie. Monsieur Louis. Et je déteste souverainement Catherine, Antoine, Gaston, Alexandre, Charlotte Henriette et tous les autres. Monsieur, malgré tout, ce sont vos frères et vos sœurs. Non, ils sont tous d'une race de chiens. Mes sœurs, mes frères et moi-même, nous ne sommes pas de cette race à 10 mètres. Chaud d'ambiance. Qu'avons-nous encore à faire? Una ragazza. Bon, ça fait 13. Une fille. 14. J'ai maintenant 56 ans et je ne supporte plus d'être encore né. Je vois bien que la charmante Charlotte n'est pas aussi ingénue qu'elle l'a prétendu. La Lolita a quelques amants. Elle fait de plus courir le bruit que je suis plus vermoulu que vergalant. Quant à Jacqueline, elle ne rechigne pas non plus à se laisser compter fleurette. Et Henriette, elle a mal vieilli. Elle est devenue si grosse qu'elle en est monstrueuse. Alors, adieu, Henriette. Exit, Jacqueline. Bonbon, Charlotte. Sire, cela ne vous empêche pas de traquer encore le jupon. Sa Majesté passe son temps à courir d'un lit à l'autre. Oui, bah, rien ne compte plus pour moi que ce qui se tâte. Il n'y a pas de doute, sire. Vous êtes en train de sombrer dans l'obsession et je crois fort que le mal soit incurable. Charlotte. Ah non, 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 pas encore. Non, pas toi, non. Non, pas toi non plus. Charlotte de Montmorency. Ah bah, encore une autre. 15 ans, à peine. La plus belle fille du monde, paraît-il. Ah, je suis résolu de marier mademoiselle de Montmorency à mon neveu, le prince de Condé. Il se tiendra auprès de ma femme à la cour. Sera l'entretien et la conversation de la vieillesse où je vais désormais entrer. Majesté, je n'ignorais pas que le jeune prince de Condé aime mieux la chasse que les dames et la fréquentation des éphèbes que celle des nymphes. Oui, bah que l'on célèbre tambour battant le mariage. Une cérémonie un peu de frais. Un peu de fraise, sire, comme vous y allez. La robe de la demoiselle, les pierreries. Demoiselle, comme si le roi avait attendu pour croquer la belle proie. Quoi qu'il en soit, le roi se fait une nouvelle jeunesse. Il est amoureux, comme on peut l'être à 20 ans. Mais quelques jours plus tard, les jeunes époux ont pris la poudre d'escampette. Direction Bruxelles. Qu'on active les préparatifs de la guerre. Il faut libérer la nouvelle Hélène. Je serai son Ménélas. Qu'on se souvienne que Troie fut détruite parce que Hélène ne fut pas rendue. Je conduirai personnellement mon armée jusqu'à Bruxelles. Oh, Majesté, vous savez que la reine exige qu'elle soit sacrée et couronnée reine de France avant votre départ. Oh, mon ami, que ce sacre me déplaît.
Mon cœur me dit qu'il m'arrivera quelque malheur. Mon Dieu, quelle idée! 1000 pressentiments sur moi m'assaillent. Ce sacre sera la cause de ma mort. Il est encore temps de tout annuler, sire. Ah, je le veux bien, mais ma femme s'entêtera. Henri, roi de cœur, épilogue. Jeudi 13 mai 1610, abbaye de Saint-Denis. Oh, la cérémonie est grandiose. Le visage de la reine est merveilleusement joyeux. Le peuple acclame la reine. Toute la cour s'est précipitée dans l'église de Saint-Denis. Toute la cour, sauf le prince de Condé et sa jeune épouse Charlotte. Dans 3 jours, la reine fera son entrée solennelle dans Paris. Une fête se prépare. On dit que ce sera le plus grand spectacle de tous les temps. Vendredi 14 mai 1610. Rue de la Ferronnerie. 15h45. Une enseigne, au cœur couronné, percé d'une flèche. Un homme roux, vêtu de vert. François Ravaillac. Un fervent catholique. Plonge son couteau dans la poitrine du roi. Il a tué Henri au nom de Dieu.